See the money won't stay for your meal, getting all the piece of pie for your wife. Everybody wanna know how it feels. Everybody wanna see what it's like. Living in a big house, I don't mind. Me and Misty is so the best of making money. Alright. Greenback Boogie. Bonjour à tous et bienvenue dans Legal Club Sandwich saison 11. C'est votre rendez-vous, vous le savez, pour passer un moment détendu, sympathique et découvrir des sujets qui vous passionnent, qui nous passionnent dans une ambiance fun et décontractée. Alors aujourd'hui, dans cette saison 11, je suis ravi d'accueillir l'invité que vous allez découvrir dans quelques instants. J'ai eu la chance de travailler avec lui il y a juste quelques années, ça va trois fois rien. Et je suis ravi de l'avoir aujourd'hui avec nous pour la deuxième fois dans les Legal Club Sandwich. Il fait en effet partie de ceux qui ont eu la gentillesse de revenir dans l'émission et c'est son cas. Je vous le présente dans un instant. Mais avant de l'accueillir, je suis d'abord ravi de retrouver mes drôles de dames, mes acolytes de toujours, Lindia le Sauvage, la grande prêtresse de la prise de parole en public que le monde entier nous envie, pardon, et évidemment la non moins délicieuse et formidable Audrey Deléris, qui est notre chasseuse de tête dans le domaine juridique et qui vont m'accompagner dans cette interview et qui feront leur chronique en cours d'émission. Alors on va tout de suite test the water, comme on dit à Ottawa. Audrey, comment vas-tu? Eh bien, Pierre, j'avais failli t'appeler Bostet, c'est ça? Dans les C'est drôles de ça, dames, c'est ça, hein? ça me va très Euh, bien. Et donc, écoute, Pierre, tout va très bien. Bonjour à tous. Bonjour à notre autre Pierre, puisqu'on a deux Pierres aujourd'hui sur le plateau. Donc, c'est un bonheur pour Lydia et moi d'avoir nos deux Pierres aujourd'hui. Donc, ravi de vous retrouver tous, en tout cas, dans cette nouvelle émission. Et peux-tu nous dire du coup le thème de ta chronique d'aujourd'hui? Oui, l'autre fois, je vous ai dit ce que veulent vraiment les candidats. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que veulent vraiment les entreprises. Ok, alors tout un programme, on te retrouve dans quelques instants pour que tu nous expliques tout ça. Et du coup, ben maintenant passons à Lindia. Lindia, comment vas-tu? Je vais très bien, ravie d'être là, de retrouver Pierre Valentin qui a un sujet passionnant. Donc on va passer un très bon moment tous ensemble. Et le sujet de ma chronique aujourd'hui, Pierre, c'est comment le cerveau retient un message, la science de la mémorisation. Tout un programme, nous avons hâte de t'entendre, Lindia. Mais pour l'instant, on va donner la parole à l'autre Pierre de cette émission. Donc Pierre Valentin, je vous le disais tout à l'heure, il est de retour dans le Legal Club Sandwich. Pierre, on est ravi de t'avoir. Bienvenue, comment vas-tu? Et est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Bonjour Pierre, bonjour à tous ou rebonjour à tous. Je suis ravi de faire partie de cette émission une nouvelle fois. Alors en deux mots, je suis solliciteur, c'est comme ça qu'on appelle les avocats en Grande-Bretagne. Je me spécialise dans le domaine du droit de l'art et des biens culturels. Mes clients, ce sont des collectionneurs, des artistes, des marchands, des maisons de vente, des musées et les pouvoirs publics qui investissent dans des projets culturels. Aujourd'hui, je suis co-leader de l'équipe droit de l'art chez Phil Fisher, un cabinet londonien qui a également un bureau à Paris. Et un de mes domaines de spécialisation, c'est la résolution des litiges relatifs aux biens culturels spoliés, notamment pendant la période nazie, mais également pendant la période coloniale, disons. C'est un sujet qui est devenu fort d'actualité. Très bien. Eh ben, écoute, ça tombe bien parce que voilà, c'est un petit peu ce sujet sérieux dont on voulait parler aujourd'hui et sur l'art spoilé par les nazis en particulier. Donc, du coup, tu sais, on a une tradition dans le podcast, Pierre, c'est on aime bien demander à notre invité s'il a un message à faire passer à nos auditeurs. Alors, qu'est-ce que tu as envie de dire déjà en introduction de cette interview aujourd'hui? Je dirais que la spoliation des biens culturels par les nazis, c'est un sujet douloureux, difficile, émotionnel, et qui malheureusement est toujours d'actualité aujourd'hui, 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et mon objectif, c'est d'expliquer un petit peu, en quelques mots, pourquoi, comment et quels sont les enjeux. Et justement, Pierre, je commence par une autre question après ton message. Euh,
Comment se fait-il qu'après 80 ans, justement, ce soit un sujet qui est toujours d'actualité après tant d'années? Alors, il y a toute une série d'éléments ici qui ont fait que ces problématiques qui étaient un petit peu en sourdine, disons, ou même très fort en sourdine, entre les années 1945 et le milieu des années 90, et sont revenus à la surface. Alors d'abord, il y a eu la réunification d'Allemagne en 1990. En 1998, on a ce qu'on appelle les principes de Washington. C'est une déclaration signée par 44 pays qui affirme un engagement à trouver des solutions équitables aux problèmes de spoliation de biens culturels par les nazis. Il y a eu aussi à la fin des années 90 l'ouverture de nombreuses archives aux États-Unis, en Allemagne, en Autriche et dans des pays d'Europe de l'Est. Et la numérisation, pardon, de ces archives, ça c'est un élément très important parce que jusque dans les années 90, pour faire des recherches, il fallait voyager, aller mettre son nez dans la poussière des bibliothèques afin de consulter ces archives, alors qu'aujourd'hui, de nombreuses archives sont numérisées, sont accessibles en ligne, de plus en plus d'archives deviennent accessibles, et ça facilite les recherches. Alors, les recherches, c'est principalement ce qu'on appelle les recherches de provenance, c'est-à-dire les recherches concernant l'histoire des œuvres d'art, afin de découvrir, de déterminer plutôt quel a été leur parcours pendant la période nazie qui commence en 1933 et s'achève en 1945. Et puis enfin, je dirais qu'il y a bon, la première génération, c'est-à-dire la génération de ceux qui ont été vraiment les victimes de ce régime épouvantable. Une fois que la guerre est terminée, ces familles ont essayé de reconstruire leur vie et ont essayé d'oublier le traumatisme auquel ils ont été leur traumatisme, alors qu'aujourd'hui, la deuxième et souvent la troisième génération, eux, ils n'ont pas vécu ces années extrêmement douloureuses et à travers les biens culturels, ils cherchent à réclamer leur héritage. Alors, Pierre, est-ce que tu pourrais nous préciser peut-être ce que tu entends par la provenance d'une œuvre d'art? Alors la provenance, c'est l'histoire d'une œuvre d'art, plus précisément la chaîne de propriétaires successifs de l'œuvre. Alors, lorsque vous avez un immeuble, vous pouvez consulter la chaîne des propriétaires en consultant le registre de la publicité foncière. C'est la même chose pour les œuvres d'art, sauf qu'il n'y a pas de registre pour les biens meubles. Et donc, il faut faire cette recherche objet par objet. Alors, historiquement, la provenance n'était pas considérée comme très importante, sauf si l'œuvre avait appartenu à un chef d'État, un roi, une reine ou un pape. Oui, la provenance n'était pas enregistrée de façon générale. Aujourd'hui, la provenance est devenue essentielle, particulièrement pour les années 1933 à 1945. La première chose qu'on regarde, c'est est-ce qu'on a une provenance pour ces années-là? S'il n'y a pas de provenance, ce n'est pas nécessairement catastrophique, mais c'est ce qu'on appelle un red flag en anglais, c'est-à-dire c'est un point d'interrogation et ce point d'interrogation peut avoir un impact négatif sur la valeur de l'œuvre d'art. Alors, on va, parce que c'est dans le titre de l'émission, est-ce que tu peux nous dire ce que tu entends par le mot spoliation et peut-être pour nos auditeurs, nous donner quelques exemples pour qu'on comprenne mieux vraiment le cadre que cela vise. Alors, bien sûr, spoliation, c'est d'abord le vol pur et simple. Les autorités nazies qui entrent dans une maison, les propriétaires, enfin les occupants sont emmenés et la maison est vidée par les nazis.
Il y a aussi d'autres situations, comme par exemple, vous échangez des biens, des tableaux par exemple, contre un permis qui vous permet de quitter l'Allemagne. Il y a aussi ce qu'on appelle les ventes forcées en Allemagne, c'est-à-dire que pendant la période nazie, soit les nazis donc s'emparaient de biens culturels et les mettaient en vente, mais aussi il y avait des ventes qui étaient considérées comme entre guillemets volontaires, mais en réalité elles étaient forcées. Pourquoi? Parce que les familles allaient fuir l'Allemagne et avant de fuir, ils mettaient leurs œuvres en vente afin d'avoir de l'argent pour leur permettre de vivre à l'étranger. Et finalement, il y a ce qu'on appelle, c'est une expression allemande, les Fluchtgut, c'est-à-dire les biens des fugitifs. Donc, si la famille n'arrivait pas à vendre les biens en Allemagne avant de prendre la fuite, souvent, ils quittaient l'Allemagne avec leurs biens. Et en arrivant, par exemple, en Suisse, la Suisse, c'est un cas, enfin, c'est un cas classique. Ils arrivaient en Suisse et en Suisse, ils mettaient leurs biens en vente. Alors là, de nouveau, c'était une vente volontaire, mais entre guillemets forcée dans la mesure où ils n'avaient pas le choix. Ils étaient contraints de vendre leurs biens, de vendre leurs biens afin d'avoir de l'argent pour survivre. Et Pierre, j'aimerais revenir encore une fois sur la durée, parce que là, comme tu le disais, c'est d'actualité, ça fait donc 80 ans, plus de 80 ans. Est-ce que justement les revendications des héritiers, des propriétaires, des possédés, est-ce qu'elles sont pas prescrites justement ces revendications après plus de 80 ans? Oui, ça c'est une très bonne question. Alors je dirais que ça dépend du pays, du droit du pays dans lequel on se trouve. Les pays de tradition napoléonienne ont tendance à préférer le possesseur de bonne foi. Donc si vous êtes de bonne foi, très souvent vous êtes considéré comme le propriétaire et donc vos droits prévalent sur ceux du propriétaire dépossédé. Alors il y a toute une série de règles de prescription. Il y a ce qu'on appelle la prescription acquisitive. Après un certain nombre d'années, le possesseur devient le vrai propriétaire. Il y a la prescription extinctive. Le propriétaire dépossédé perd son droit de revendication après un certain nombre d'années. Alors, les pays anglo-saxons ont tendance, eux, à préférer le propriétaire dépossédé. En Angleterre, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a des règles de prescription qui font que aujourd'hui, il est très très difficile pour les familles qui ont été victimes de spoliation pendant la période nazie de revendiquer leurs biens. Par contre, aux États-Unis, les règles de prescription ont tendance à permettre encore aujourd'hui aux propriétaires dépossédés pendant la période nazie de revendiquer leurs biens devant les cours et tribunaux. Et puis, il y a les règles spéciales. Alors, je disais, par exemple, les pays de tradition napoléonienne. Bien sûr, la France, c'est le pays qui a inventé les codes Napoléon. Cela dit, il y a une ordonnance importante dans le domaine qui nous occupe aujourd'hui, une ordonnance du 21 avril 1945 qui déclare la nullité absolue des actes de spoliation d'œuvres d'art commis par l'ennemi ou sous son contrôle pendant l'occupation. Alors ça, c'est une règle enfin qui prévaut sur le droit commun et donc qui permet encore aujourd'hui en France aux familles des propriétaires de biens spoliés de réclamer ou de revendiquer les biens devant les tribunaux. Voilà. Je crois que Oui, c'est à oui, moi. oui, oui. Bah, C'est non, à non, moi, non, Pierre, hein, c'est ça? non, non, c'est ça, j'y arrivais, c'est juste, j'avais comme d'habitude un problème technique. Eh bien, donc, on va faire une pause à ce niveau-là. Pierre, merci, c'est super clair. Et merci d'avoir fait cette distinction entre le droit commun et l'ordonnance spécifique dont tu viens de parler. On va faire une petite pause pour écouter la chronique de l'India. Puisque je suis aussi l'ingénieur du son dans cette émission, je lance sa chronique et donc son jingle. On te retrouve Pierre juste après la chronique de l'India.
Alors, comment le cerveau retient un message? On va parler aujourd'hui de la science de la mémorisation. Il y a souvent une frustration que j'entends chez les dirigeants que j'accompagne qui me disent, bah, j'ai passé du temps à préparer mon message, mais j'ai l'impression que rien ne reste. La réunion se termine, tout le monde acquiesce et quelques jours plus tard, rien n'a été retenu, rien n'a été décidé, enfin, rien n'a bougé. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas un problème de compétence, c'est un problème de fonctionnement du cerveau. Donc aujourd'hui, je vous propose de comprendre comment le cerveau retient vraiment un message. Le cerveau, en fait, il ne retient pas beaucoup d'informations et c'est normal. La première vérité, qui est neuroscientifique, nous explique que la mémoire de travail, elle est limitée. En moyenne, le cerveau humain, il peut traiter 3 informations à la fois. Pas 10, pas 15, 3. C'est ce qu'on appelle la capacité de charge cognitive. Or, dans des prises de parole, bien souvent, et surtout juridiques, on fait exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on empile, on précise, on contextualise, on nuance. Résultat, le cerveau sature, l'attention chute et la mémorisation s'effondre. Alors, je vous donne un exemple. Une directrice juridique qui doit présenter un sujet très technique avec de la conformité, des risques réglementaires, un impact opérationnel. On regarde son support, il contient à peu près 18 points clés, tous évidemment très importants. Mais évidemment, le COMEX ne retient rien. Donc, si on retravaille son message autour de 3 piliers, avec 3 risques majeurs, 3 décisions à prendre, et enfin 3 impacts concrets pour l'entreprise, le reste devient un support, pas du discours. Et à la fin de la réunion, on a un membre du COMEX qui va dire, pour une fois, je sais exactement ce que je dois retenir. Et voici ce que la neuroscience appliquée provoque. Alors, le cerveau retient ce qui crée une image, pas ce qui explique. Ça, c'est une deuxième vérité. Le cerveau ne mémorise pas les concepts abstraits. Il mémorise les images mentales. Et je vois que Pierre est très concentré sur ce que je suis en train de dire. Pierre Valentin, je précise. Quand vous dites nous faisons face à un risque juridique important, le cerveau, il n'a rien à accrocher en fait. Mais quand vous dites si ce risque se matérialise, c'est un contentieux de 2 ans, une immobilisation d'équipes clés et une exposition médiatique. Le cerveau, lui, voit la scène. Et ce qu'il voit, il le retient. Je vous donne un autre exemple. Un dirigeant qui explique sa stratégie avec des mots très élaborés. Synergie, optimisation, efficience, roadmap, tout est juste. Mais rien ne reste. Donc, on transforme son discours en métaphore. Écoutez bien. Notre stratégie, c'est un pont. Aujourd'hui, il est fragile. Demain, il doit porter plus de trafic. Voilà comment on va le renforcer. Tout le monde a compris, tout le monde a retenu, parce que le cerveau, lui, il adore les images simples. On le sait, le storytelling, ça active le cerveau en profondeur. Quand vous racontez une histoire, le cerveau n'active pas seulement les zones du langage, il active aussi les zones émotionnelles, les zones sensorielles, les zones de projection. Résultat, l'attention augmente, la mémorisation explose, l'adhésion est beaucoup plus forte. Une histoire, même très courte, crée un ancrage émotionnel. Et l'émotion, c'est le meilleur allié de la mémoire. Je vous donne un autre exemple, puisque je sais qu'Audrey m'en réclame régulièrement. Un manager doit annoncer un changement d'organisation. Il prépare un argumentaire parfait. Mais on va ajouter quelque chose, on va ajouter une histoire de 30 secondes. Exemple, il y a 6 mois, on a tous vécu une surcharge énorme. Ce changement est né de là, alors évitons que ça se reproduise. Le message est passé.
parce que l'équipe a reconnu une expérience vécue. Les 4 règles neuroscientifiques pour être mémorable, et ça, c'est valable pour nous tous. Pas plus de 3 messages clés. Le reste, c'est de l'écrit. Une image par message. Si vous ne pouvez pas l'imager, alors il sera oublié. Une histoire, même courte, 30 secondes suffisent. Une phrase de synthèse, très important, si vous deviez retenir une chose. Conclusion, être retenu, c'est un choix stratégique. Parler bien ne suffit pas, il faut parler de manière mémorisable. Et la neuroscience est très claire. Ce qui est clair, imagé, incarné et émotionnel reste. Le reste s'évapore. Alors avant la prochaine prise de parole que vous allez faire, posez-vous cette question très simple. Qu'est-ce que je veux que mon auditoire retienne? Si vous avez la réponse, alors vous avez déjà fait la moitié du travail. Oh, c'est bien, Lindia. C'est super. J'ai envie de parler de l'histoire d'une chroniqueuse qui aurait une pendule à la main qu'elle ne regarde pas. Et cette pendule, elle indiquerait que sa chronique, elle a duré 6 minutes 20. Et je voudrais faire passer le message que, en fait, les gens font des chroniques trop longues par rapport à ce qu'on s'était dit dans le pacte entre nous trois. Est-ce que mon message passe, Lindia? C'est formidable parce que tu as raconté une histoire et l'histoire donc est retenue. Bravo Pierre Landy, je t'applaudis pour... tu as été percutant sur ce coup-là. Merci, my dear, merci, je suis démoniaque. Bon, allez, on redevient sérieux après cette petite pointe d'humour. Et Lindia, je crois que c'est à toi justement de reprendre le lead de notre interview. Oui, et puis ça tombe bien parce que comme avec Pierre Valentin, on est vraiment dans l'émotionnel, dans l'histoire avec un grand H. Et pour le coup, on écoute absolument tout ce que tu nous racontes, Pierre, donc c'est formidable. Tu nous disais tout à l'heure, dans les pays où la revendication est prescrite, pourquoi en fait le collectionneur doit-il se préoccuper si dans sa collection il y a des biens spoliés? Ça veut dire qu'il n'est pas à l'abri en fait. Ah, Pierre, il faut que tu réactives ton son. Voilà, sur le petit micro. Il faut cliquer sur le petit micro. Voilà. Voilà. Donc, en fait, oui, ça veut dire que le collectionneur, il n'est pas forcément à l'abri. Le collectionneur n'est pas forcément à l'abri parce que les œuvres d'art voyagent. Mm. Par exemple, une œuvre peut être à l'abri de revendications en Italie, mais si elle est vendue à un Américain, elle est susceptible d'être revendiquée aux États-Unis. La même chose s'applique lorsqu'une une œuvre d'art est prêtée, par exemple, à un musée pour une exposition. L'œuvre est peut-être à l'abri des revendications dans le pays du propriétaire, mais l'œuvre arrive dans le pays du musée et là, elle peut être revendiquée. Et il y a des cas dans la pratique, effectivement, ça s'est passé notamment aux États-Unis. Et je crois que c'est à Oui, Pierre oui, je d'enchaîner. sais, mais Ouais. je suis, ma souris vient de tomber en panne. Enfin, je peux vous embêter avec mes soucis techniques. Bon, admettons, Pierre, du coup, que tu as des preuves. Tu es propriétaire et tu as des preuves qu'un tableau a disparu de la collection, disons, de tes grands-parents. Et tes grands-parents, ils ont été persécutés par les nazis. Du coup, très concrètement, si on a des auditeurs qui sont dans cette situation, comment faire pour le récupérer? Alors, la première chose à faire, je me mets dans cette situation. Le tableau a été volé par les nazis chez mes grands-parents. La première chose, c'est il faut rassembler des preuves. Des preuves de sa disparition, des circonstances de la disparition, de la date supposée de sa disparition. Donc ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose, on fera des recherches, ou je ferai des recherches d'archives pour déterminer si le tableau a été retrouvé à la fin de la guerre. Et dans l'affirmative, qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors, des recherches, je ferai également des recherches afin de déterminer si depuis la fin de la guerre, le tableau a par exemple été exposé publiquement ou vendu aux enchères, ou si un expert en a fait état, par exemple dans un ouvrage ou au cours d'une conférence. De nouveau, l'idée est d'essayer de retrouver la trace du tableau.
Alors, une chose très importante, c'est d'enregistrer le tableau sur une base de données qu'on appelle lostart.de. C'est DE, comme son nom l'indique, c'est une base de données allemande dans laquelle sont enregistrées de très très nombreuses œuvres d'art spoliées par les nazis. Alors, quel est l'intérêt d'enregistrer l'œuvre sur cette base de données? L'intérêt, c'est que si demain ou après-demain, le possesseur actuel, dont j'ignore l'identité, décidait de mettre en vente l'œuvre en question, en principe, la maison de vente ou le marchand vérifiera que l'œuvre ne figure pas sur cette base de données. Et s'il découvre que l'œuvre a été enregistrée sur la base de données, eh bien, il y a beaucoup de chances pour que j'en sois averti et cela me permettra donc d'identifier où se trouve l'œuvre et entre les mains de qui. J'ai une question follow-up qui me vient, là, Pierre. Quand tu dis faire des recherches, ça, plusieurs fois tu dis faire des recherches, c'est toi-même qui va les faire pour ces fameuses recherches. C'est quoi? C'est la personne qui pense qu'il y a un tableau spoilé, c'est l'avocat qui fait les recherches. Vous faites appel à des sociétés, je sais pas, des enquêteurs privés qui font les recherches. Comment concrètement comment ça se fait les recherches? Alors, c'est une très bonne question. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle des chercheurs de provenance, qui sont des spécialistes de ce type de recherche, qui savent où aller chercher les informations. Donc, moi, je pourrais faire, en tant qu'avocat, une recherche préliminaire, mais j'aurais nécessairement besoin de faire appel à des chercheurs de provenance qui, généralement, travaillent en équipe et parle de nombreuses langues, nécessairement l'allemand que personnellement je ne maîtrise pas, et qui sauront où aller trouver ces informations. Alors ça peut prendre, le problème c'est que ça peut prendre beaucoup de temps. Comme je le disais plus tôt, aujourd'hui il y a beaucoup de bases il y a beaucoup d'archives qui sont digitalisées, donc ça permet de faire des recherches à son bureau, si je puis dire, mais malgré tout, il est souvent nécessaire pour ces chercheurs de provenance de voyager et d'aller consulter des archives papier dans des bibliothèques, dans des endroits assez reculés parfois. C'est un peu ce que font les généalogistes, mais là, c'est pour c'est ça, hein? Là, c'est pour les œuvres. Exactement. Alors, les généalogistes, on y fait appel par ailleurs parce que de temps en temps, on se trouve devant une situation où on sait qu'un tableau, par exemple, a été spolié, mais on ne sait pas qui sont les héritiers du propriétaire. Et donc, ça demande parfois une recherche professionnelle afin d'être sûr qu'on échange avec les héritiers et pas des étrangers qui n'ont rien à voir avec le tableau. Et Pierre, j'aimerais reprendre un autre exemple, parce que comme tu sais, on aime bien les choses très concrètes et je te remercie beaucoup de répondre de manière aussi concrète à nos questions, surtout sur un sujet aussi difficile. Si on prend un cas inverse, c'est-à-dire que si une personne hérite de tableaux d'un de ses grands-parents, par exemple, et qu'un jour, cette personne prête à un musée ou en exposition ce tableau-là, et si les héritiers du propriétaire dépossédé le revendiquent, quels sont les droits et qu'est-ce que peut faire en fait la personne qui a hérité initialement du tableau? Alors, la première chose à faire, c'est déterminer la provenance. Donc, dans ce cas-ci, je suis le propriétaire, Oui. j'ai hérité du tableau, quelqu'un revendique le tableau. La première chose que je vais devoir faire, c'est une recherche de provenance pour essayer d'identifier si effectivement mon tableau, celui dont j'ai hérité, aurait pu avoir été spolié pendant la période 1933-1945. Alors, une autre question, évidemment, c'est est-ce qu'il s'agit du même tableau? Et ce n'est pas inhabituel, ou en tout cas, j'ai eu des cas où une personne revendique un tableau et en fait, il s'avère que le tableau revendiqué et le tableau qui se trouve dans la collection, dans ma collection, dans ce cas-ci, ben, c'est pas la même, ce sont pas les mêmes, c'est pas la même œuvre. Euh, alors, si effectivement on découvre que le tableau dont j'ai la possession a été spolié pendant la période nazie, il y a plusieurs questions qui se posent. La première, c'est la question juridique.
qui, d'un point de vue, du point de vue de la loi applicable, qui est le propriétaire. Euh, Cela dit, en tant que possesseur actuel, je pourrais adopter une attitude un peu moins, une attitude non juridique, mais plus éthique. C'est-à-dire, je pourrais me dire, OK, je suis aujourd'hui possesseur d'un tableau. Peut-être que effectivement, mon avocat me dit que j'en suis le propriétaire et que la personne qui le revendique a perdu tous ses droits. Cela dit, est-ce que je veux conserver dans ma collection un tableau dont je connais l'histoire et une histoire plutôt horrible, affreuse. Et je pourrais prendre le parti de trouver une solution à ce problème, une solution qui, d'un point de vue éthique, me satisfait. Alors, il y a un autre problème qui se pose, c'est que même si mes avocats me disent que je suis le véritable propriétaire et que, d'un point de vue juridique, la personne qui revendique n'a plus de droit sur mon tableau, le problème, c'est que le marché considère que le tableau est sale. Et c'est-à-dire que, en principe, aucune maison de vente aux enchères ni aucun marchand ne serait disposé à le mettre en vente. Euh, et d'autant plus s'il a été enregistré sur la base de données que j'évoquais il y a quelques instants, Lost RDE. Ce que cela veut dire en pratique, c'est que tant qu'une solution n'a pas été trouvée à ce problème, mon tableau n'a aucune valeur marchande. Et puis j'imagine que tant les collectionneurs privés que les collectionneurs publics n'apprécient pas vraiment de lire leur nom dans la presse associé à des biens culturels spoliés. Absolument. Et c'est une des raisons pour les... le problème, c'est que la presse est très friande de ce type de situation. Donc, c'est régulièrement qu'on trouve dans les journaux des références à des situations de conflit entre les propriétaires actuels et les propriétaires de l'époque. Alors, si vous voulez éviter de retrouver ou de trouver votre nom dans la presse en rapport avec ces situations, une possibilité consiste à faire un audit de votre collection. Alors ça, c'est quelque chose que je pratique ou que j'ai pratiqué, que je pratique toujours. Donc le collectionneur vient me voir en me disant, voilà, j'ai une collection, je voudrais que tu te fasses accompagner de chercheurs de provenance qu'ensemble vous fassiez cette recherche et dans l'hypothèse où vous découvrez qu'un tableau dans ma collection pourrait avoir été ou a été spolié pendant la période nazie, eh bien je voudrais que tu trouves une solution. Alors la solution, c'est une solution confidentielle, donc on veut à tout prix éviter la presse, on veut à tout prix éviter un procès. Et la solution peut consister il y a toute une série de moyens de résoudre ce type de situation euh, enfin, de façon confidentielle. Le propriétaire actuel peut décider de restituer l'œuvre spoliée. Le propriétaire actuel peut décider de conserver l'œuvre spoliée, mais de payer une somme d'argent à la famille du propriétaire de l'époque. Il y a de nombreux cas, si on consulte les catalogues de vente de Sotheby's et Christie's, où les parties décident de mettre l'œuvre en vente, en vente publique et de répartir le prix d'une façon qui est conclue à l'avance afin que tout le monde reçoive quelque chose. Et enfin, c'est ce qu'on appelle un accord transactionnel. Et souvent, ces accords sont publiés dans les catalogues de vente parce que on parlait vous parliez raconter une histoire. C'est une histoire qui est attachée à un tableau et qui parfois a tendance à faire augmenter les enchères parce que les gens aiment une œuvre d'art à laquelle est liée une histoire particulière et savoir que si vous êtes l'acquéreur de l'œuvre,
vous pouvez dormir tranquille parce qu'il y a eu un accord transactionnel entre les parties, c'est évidemment un avantage. Incroyable, Passionnant. passionnant ces histoires et incroyable enfin de s'imaginer pas que tout ça se passait. Donc, mais on a encore deux, trois questions à te poser, Pierre. Mais on va faire une deuxième pause. Ça va te permettre de pouvoir reprendre ton souffle. Deuxième pause parce qu'on va écouter cette fois-ci la chronique d'Audrey. Qui dit chronique dit bien évidemment jingle. Get a fever. Merci beaucoup Pierre. Alors comme je vous le disais en préambule, la dernière fois je vous ai parlé de ce que veulent les candidats. Cette fois-ci je vais vous parler de ce que veulent les entreprises, ce qu'elles veulent vraiment et qu'elles n'assument pas toujours. Alors on entend souvent cette phrase de la part des entreprises qui disent, et je le vois quand je recrute pour une entreprise, on sait exactement ce qu'on veut. Et dans les faits, c'est pas toujours vrai, parce que lorsqu'une entreprise recrute, elle recrute pas seulement une compétence, elle recrute aussi pour se rassurer. Alors, il y a une situation très fréquente que moi je rencontre avec mes clients, des entreprises. C'est une entreprise qui lance un recrutement. Alors, tout est prêt. Il y a la fiche de poste. Quand elle est prête, c'est déjà très bien. Et si elle est claire, c'est encore mieux. Le besoin, il est identifié. Et puis, il y a les entretiens qui commencent. Et très vite, il y a des questions qui apparaissent quand je présente des candidats. Et je sens à travers mes échanges que les entreprises se demandent, et si ce profil était trop senior? Et s'il prenait trop de place dans l'équipe? Et s'il ne rentrait pas vraiment dans la culture de l'entreprise? La fiche de poste, là, elle ne change pas. En revanche, ce qui change, c'est le regard. C'est le regard, lui, de l'entreprise qui évolue. Alors, ce que les entreprises, elles veulent vraiment, au fond, c'est de la stabilité. C'est de la prévisibilité. C'est du contrôle aussi. Elles veulent quelqu'un de compétent, ça oui, heureusement d'ailleurs, évidemment. Mais surtout, c'est quelqu'un qui ne va pas déstabiliser l'existant. Il leur faut à ces entreprises un parcours lisible quand elles rencontrent un candidat en entretien, des expériences rassurantes, des références solides aussi, ça rassure. Bref, un profil qui pourrait, comment dire, rentrer presque dans les cases. Parfois, ça rassure beaucoup les entreprises. Et il y a un paradoxe qui est assez, que je vois assez souvent, qui est permanent, presque à chaque fois, c'est que les entreprises disent, on veut quelqu'un d'autonome, ça c'est sûr aussi. Mais ce qu'elles attendent vraiment, c'est quelqu'un qui fera les choses, entre guillemets, comme prévu. Voilà. Elles se disent, on cherche un profil qui challenge, mais elles espèrent en fait un challenge mesuré, un challenge sans risque. Alors, c'est pas du tout de la mauvaise foi, hein, c'est humain. Quand on recrute, voilà, une entreprise, elle pense aussi à son image interne, elle veut que tout soit dans le meilleur des mondes possible, elle pense aussi à ses équilibres avec l'existant, elle pense l'entreprise à ses jeux de pouvoir internes, parce qu'on ne fait pas venir quelqu'un de l'extérieur sans avoir conscience qu'il y a aussi les gens en interne qui doivent être bien et que ça doit se passer pour le mieux. Et l'entreprise, elle pense parfois aussi à ses peurs à l'idée de recruter quelqu'un de l'extérieur. Alors, ce que j'observe sur le terrain, c'est que beaucoup d'entreprises ne se recrutent pas un profil, elle recrute une sécurité aussi. Alors une sécurité juridique, surtout quand on parle de recruter des juristes, évidemment, une sécurité managériale, une sécurité politique, et c'est pour ça que certains recrutements prennent du temps, que les décisions se ralentissent, que les process s'allongent. Alors pas parce que le candidat n'est pas bon, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de bons candidats, mais parce que l'entreprise cherche à se protéger. Alors quelques repères utiles, quand on est côté entreprise, vous devriez, à mon sens, vous poser ces questions-là. Qu'est-ce que je cherche à sécuriser avec ces recrutements? Est-ce que mes critères sont objectifs ou émotionnels? On parle encore une fois d'émotion. Est-ce que je refuse un candidat par manque de compétences ou par peur du changement? Et mettre des mots là-dessus, ça permet souvent de débloquer, pardon, des recrutements. Alors pour conclure, une fois n'est pas coutume, une citation, vous le savez très bien, Lindia et Pierre. Cette fois-ci, une citation de Peter Drucker, qui est pionnier du management moderne, qui a dit: La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Alors recruter, ce n'est pas figer l'existant, c'est accepter une part de mouvement. Et parfois, les entreprises ne cherchent pas seulement un talent, elles cherchent avant tout à se sentir en sécurité avec la personne qu'elles vont recruter. Merci Audrey, ça me faisait penser à Merci quelque Pierre. chose
ce que tu disais, tu trouves qu'il y a beaucoup d'entreprises, et j'ai été dans une entreprise qui faisait ça, hein, mais qui font des process où il y a des recrutements enfin, ça passe devant 8 ou 10 personnes, histoire de diluer tellement du côté employeur la prise de décision, que tu as tout le monde est d'accord, donc du coup, si tout le monde est d'accord, s'il y a une erreur sur le recrutement, tu vois tu vois un peu Alors ce... ça, ouais, ça peut, c'est une bonne question. Ça peut vraiment être le cas. Après, il y en a qui, en effet, sont rassurés. Alors pas forcément pour oui diluer, mais se dire cette personne-là qui va arriver, elle va travailler avec notre directeur juridique et j'en sais rien en Italie, avec les opérationnels, le directeur commercial, avec le directeur financier, avec un tel, un tel, un tel, et ils sont rassurés à l'idée en effet de faire rencontrer cette personne-là à tous les interlocuteurs. Pour le coup. Et puis il y a vraiment tout cas de figure, hein. Et juste ça, je me permets de mettre en avant ça. Ne t'étouffe pas, Pierre, du coup. Euh, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se dire grand groupe, grand process, et très long process, et start-up, par exemple, ou PME, et tout petit process, et parfois, c'est l'inverse, en fait. Parfois, il y a des grands groupes qui sont hyper rapides, en 10 jours, la décision est prise. Ils ont décidé en interne que ce serait ces 2, 3, 4 personnes qui vont aller être rencontrées. Ils enchaînent très, très vite les entretiens. Et il y a une part de feeling évidemment important dans le recrutement, hein. C'est pas que de l'objectif, on le sait tous. Il faut que ça fitte avec les équipes. Et parfois, en effet, même des structures plus petites qu'on dit plus agiles, qui en fait ont des process hyper longs. Et le pire, c'est quand il y a rajouté des gens, c'était pas prévu. Et ça, j'en parlais l'autre fois. Ça rassure pas du tout les candidats cette fois-ci. Absolument. Eh ben, écoute, merci. Merci comme toujours de ces précieux conseils à toutes les deux. Je crois qu'il nous reste un tout petit peu de temps peut-être pour poser deux dernières questions à Pierre. Moi, j'en ai une parce que Pierre, quand on avait préparé l'émission ensemble, on t'avait dit on adore les anecdotes, les exemples, etc. Est-ce que tu peux nous donner d'autres? Alors, on a beaucoup parlé de ce qui touchait les nazis. Mais est-ce que tu peux nous donner d'autres exemples de biens culturels spoliés qui ont fait l'objet de controverses? Ah oui, bien sûr. Alors, il y a les biens culturels qui ont été spoliés par le régime franquiste en Espagne. Bon, c'était une échelle beaucoup moins grande que les biens spoliés par les nazis. Néanmoins, et on le sait assez peu, le régime franquiste a spolié un nombre important de biens culturels qui ont été déplacés, perdus, dilapidés, etc. La même chose avec le régime communiste de l'Europe de l'Est, donc on parle des années 50 et 60. Là aussi, c'est un régime qui est bien connu pour avoir été friand de biens culturels, souvent pour les vendre sur le marché international et ainsi se procurer des devises étrangères dont ils étaient friands. Et de nouveau, on est face à des familles spoliées par un régime totalitaire au XXe siècle. Et alors, un domaine que j'ai évoqué brièvement, c'est les colonies ou les pouvoirs colonisateurs, particulièrement en Afrique, mais aussi en Asie. C'est un sujet relativement nouveau dans le sens où ce n'est que depuis quelques années qu'on en parle et qu'on en parle de plus en plus. Et en France, on le sait, puisque c'est le président Macron qui, un des premiers chefs d'État, a annoncé vouloir faire en sorte que des biens spoliés par les pouvoirs coloniaux soient restitués au pays d'origine. Eh bien, c'est un mouvement qui est de plus en plus fort et dont je m'occupe et qui m'intéresse beaucoup et qui vise particulièrement les collections publiques. Je suis belge d'origine, donc avec le Congo, la Belgique, elle a du travail sur la planche. Et donc, les musées, ou les collections publiques qui possèdent des biens volés, spoliés, détournés par les pouvoirs coloniaux sont particulièrement visés. Ok, Et Pierre, pardon, j'ai le droit excuse-moi, à une j'allais dernière dire, question, Pierre? voilà, j'allais dire, on a une dernière question. Donc, nous avons une Ok. dernière question.
Oui, merci Pierre. Et donc, question pour toi, Pierre, Pierre Valentin. J'aimerais avoir un autre exemple si c'est possible, parce que comme tu le sais, on aime bien. Et c'est vrai, comme tu disais aussi, Lydia, j'aime beaucoup les exemples. Imaginons là que quelqu'un a dans sa collection privée, voilà, une œuvre d'art qui a été spoilée. Comment est-ce qu'on résout cette situation en fait? Comment est-ce qu'on s'en sort? Est-ce que tu as des conseils à donner à quelqu'un qui pourrait découvrir ça? Alors, il y a deux approches. Il y a l'approche purement légale où voilà, j'ai un bien, je sais qu'il est spolié et j'attends qu'on le revendique avec l'intention de me défendre et de tenter de faire prévaloir mes droits devant les cours et tribunaux. Donc ça, c'est l'approche, je dirais, juridique pure et dure. Il y a l'approche, il y a l'approche purement amiable, je dirais, où je décide de ne pas me prévaloir de mes droits, mais plutôt de trouver une solution équitable à cette situation. On en a parlé, restituer le bien, paiement de somme d'argent, vente aux enchères, il y a d'autres solutions possibles. Ou alors, il existe dans certains pays, comme la France, un espèce de tribunal particulier qui gère ce type de situation. En France, on l'appelle le CIVS, qui est une institution qui est mandatée pour justement tenter de résoudre ce type de problème, de problématique. En Angleterre, on a ce qu'on appelle le Spoliation Advisory Panel. En Allemagne, il y a un tout nouveau tribunal arbitral qui a été mis en place justement pour ce type de litige. Euh, donc, chaque pays est un petit peu différent, mais donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il existe dans certains pays un mécanisme spécial pour résoudre ce type de litige. Merci. Ah, Pierre, tu es sur mute. C'est agaçant, ça. On aimerait tellement, tellement encore t'écouter, Pierre, mais je sais qu'on a un timing que Pierre Landi va nous rappeler dans quelques secondes. Mais tu dois avoir des histoires incroyables parce que tu as découvert des histoires de famille, des histoires dans l'histoire qui doivent être passionnantes. Ça mériterait peut-être un livre, non? Oh, de nombreux livres ont été écrits sur ces sujets. Je voudrais beaucoup pouvoir vous donner des cas spécifiques avec des noms, etc. Mais malheureusement, en tant qu'avocat, je suis Ah, tenu à la confidentialité. C'est pourquoi je n'ai pas évoqué de cas particuliers. Mais effectivement, voilà une vingtaine d'années que je travaille dans ce domaine. J'ai créé une équipe que j'appelle Restitution Partners. Donc, c'est une équipe de chercheurs de provenance et d'avocats spécialisés dans ce type de problème. Et ensemble, on accompagne à la fois des collectionneurs qui font l'objet de revendications et des familles qui recherchent les œuvres spoliées par les nazis et par les pouvoirs coloniaux. Et d'ailleurs, on vous mettra dans les descriptifs du podcast un certain nombre de liens que Pierre a bien voulu nous partager, dont le lien de Restitution Partners, mais aussi de lostart.de, etc. Vous pourrez voir tout ça dans les liens de l'émission de ce jour, émission qui arrive à son terme. Merci infiniment Pierre d'avoir pris le temps de préparer avec nous cette émission en amont et de ton temps pour la faire. On va se retrouver bien évidemment dans cette saison 11 avec toujours plus d'invités mystérieux parce que nous savons, Lindia, Audrey et moi, qui sont les invités, mais on a décidé cette année de ne pas vous le dire à l'avance et vous le découvrez en nous suivant sur vos plateforme préférée de podcast ou encore sur LinkedIn. Et donc, vous découvrez bientôt le prochain invité. Il est temps pour moi de dire au revoir à mes drôles de dames. Bosley vous embrasse et merci Pierre encore. Et je merci, lance Pierre.
et je lance le générique. Les pierres vous disent merci et c'est parti. Merci. See the money won't stay, feed me you, getting all the piece of pie for your wife. Everybody wanna know how it feels. Everybody wanna see what it's like.